Bonjour, ici je vais vous présenter le travail de session de l'analyse post-mortem de l'incident de sécurité de JBS dans le cadre du cours CF100 de cyberfraude. Je vais commencer par une présentation de l'entreprise elle-même. JBS est une multinationale brésilienne fondée en 1953 qui œuvre dans le secteur agroalimentaire, principalement la production et la distribution des viandes dans environ 110 pays. Et ils sont présents actuellement dans 20 pays à travers le monde pour leur activité de production et d'élevage. Et ils représentent une part de marché de 25% de la production mondiale des viandes, ce qui fait d'eux un acteur très important dans la sécurité alimentaire mondiale. Et si on voit un petit peu la distribution de leur activité partout dans le monde, par type d'activité, par continent, donc on voit bien qu'ils sont un petit peu présents partout. Ici, on va voir rapidement la structure globale de la gestion de JBS, pardon. Ici, on voit bien la direction générale qui se trouve en Brésil, sous laquelle il y a plusieurs directions globales ou régionales. Par exemple, ici, tout à gauche, nous avons Pilgrims, qui est l'entreprise européenne, la filiale européenne du JBS. Au milieu, nous avons la filiale Amérique du Nord, et les États-Unis et le Canada. Et plus à gauche, on voit l'organisation de JBS Australie. Mais ici, au milieu, on voit toutes les directions, on va dire, transverses, qui desservent un petit peu toutes qui sont globales et partagées entre toutes les différentes organisations. Voilà, donc on va passer rapidement à l'analyse de l'impact de l'incident. Je vais faire un petit peu un retour sur le contexte, sur ce qui s'est passé au juste. Donc, tout a commencé lorsque JBS a déclaré qu'il était victime d'une cyberattaque par ransomware le 30 mai. Donc, quand ils ont découvert ça le 30 mai, ils ont fait une première déclaration le 31 mai dans un communiqué pour dire qu'ils étaient victimes de cyberattaque. Le 2 juin 2021, le FBI déclare que l'attaque contre JBS Food a été perpétrée par un ransomware du type Reveal. En fait, c'est un ransomware Reveal. Le 3 juin, l'entreprise publie une déclaration pour confirmer que il a pu reprendre son activité en intégralité. Mais quelques jours plus tard, le 9 juin, ils ont déclaré qu'ils ont dû payer 11 millions de dollars de rançon pour éviter que des données qui étaient exfiltrées lors de l'attaque puissent être publiées sur Internet, pour protéger en quelque sorte leurs clients. Nous allons essayer d'aller rapidement sur les phases de l'attaque. Donc, d'abord la phase de reconnaissance. En fait, l'information que nous avons sur la phase de reconnaissance pour cette attaque, c'est que il a été découvert en début mars des comptes d'utilisateurs, d'identification d'utilisateurs publiés sur le dark web, ce qui explique un petit peu qu'il y a eu déjà une attaque peut-être au mois de février ou avant cette date au moins sur des employés de l'entreprise. Aussi, des traces de tentatives de connexion RDP ont été découvertes venant d'adresses IP douteuses se trouvant en Inde durant le mois de février. Donc, en fait, c'est des informations qu'on a pu trouver sur la phase de reconnaissance. Ça veut dire que des gens tentaient d'avoir des informations et d'accéder au système. Ici, on va voir un petit peu la phase d'accès. Sur la phase d'accès, tous les rapports disponibles ne donnent pas l'exactitude du vecteur d'attaque. Et ça a été quoi exactement le scénario d'attaque, mais des théories vraiment qui sont très plausibles. L'une d'entre elles, c'est l'utilisation d'un service d'accès à distance durant cette attaque, euh, pour la simple raison que plusieurs attaques similaires ont utilisé ce vecteur d'attaque. Aussi, on a vu durant la phase durant la phase de reconnaissance des tentatives de connexion RDP, etc. Et aussi, on va voir dans la phase d'exfiltration que des solutions de RDP ont été utilisées. Voilà, c'est un petit peu ça pour l'accès. Sinon, la phase de persistance et d'exfiltration, c'est là où on a un petit peu plus d'informations. C'est une phase durant laquelle on a découvert des connexions TeamViewer
depuis des adresses IP venant d'Inde vers JBS Australie. Euh, Ces découvertes signifient que, que TeamViewer était installé sur l'environnement interne du JBS. Comme TeamViewer a probablement servi de l'exfiltration de données, car c'est un outil qui permet le transfert de fichiers aussi. Ces connexions ont été observées durant 3 mois, durant le mois de mars, avril et mai, jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, une analyse aussi a été faite par Security Scorecard euh, sur les netflows vers le site de partage méga et ont permis de découvrir que il y a eu une exfiltration de données dépassant les 45 gigas depuis JBS Australie. Euh, Toutes ces informations ont permis de découvrir aussi qu'il y avait que les mêmes méthodes ont été utilisées et qu'une exfiltration éventuelle a eu lieu au niveau de JBS Brésil d'une quantité de données allant jusqu'à 5 Tera environ vers des adresses IP à Hong Kong. Donc en gros, c'est ça le déroulé de l'attaque et ce qu'on sait sur l'attaque sur JBS. On va essayer de parler un petit peu du ransomware lui-même. Donc Reveal, c'est un ransomware de type ransomware as a service qui a été détecté la première fois en 2019 et qui se propageait en exploitant une vulnérabilité dans le serveur WebLogic d'Oracle. Plusieurs vecteurs de distribution, en fait, ou de modèles de distribution ont été utilisés sur des attaques précédentes, vraiment tout type de méthode, à savoir du phishing ou des méthodes plus directes. Mais une enquête qui a été menée par McAfee a révélé que beaucoup des campagnes où Reveal a été utilisé commençaient par une violation du service RDP. Donc, c'est une source privilégiée pour la publication ou la distribution de ce ransomware. Donc, les deux fonctionnalités principales du ransomware, c'est le cryptage de fichiers et les activations d'accès au système ou de la capacité d'utilisation d'un système, comme tout ransomware. Et si on voit un petit peu des stratégies d'infection, en fait, c'est ou des flux communs ou à travers, par exemple, des vulnérabilités, etc. Ou bien plus ciblé, c'est à travers des vulnérabilités connues, RDP, ou des comptes valides pour se connecter sur le système du client, ou de la victime, pardon. On va essayer d'aller directement sur les pistes de solutions. Mais avant ça, on va essayer de voir un petit peu la réaction de JBS après l'incident pour voir qu'est-ce qui a été bien fait avant d'aller voir quelles sont les recommandations qu'on peut faire. Déjà, ce qu'on a pu constater, c'est que la réaction a été rapide et la récupération de l'ensemble de l'activité n'a pas duré plus de 4 jours. Et éventuellement, elles avaient déjà des sauvegardes n'ont pas été affectées. Éventuellement, elles avaient déjà un système de air gap, de sauvegarde isolée ou déconnecté offline, qui leur a permis de récupérer l'activité rapidement et de sauver du temps. Aussi, une bonne communication et l'application des FBI, ça veut dire qu'ils ont déjà un système de gestion d'incidents de sécurité qui est déjà en place. C'est ce qui est, on va dire, qui est positif. Par contre, il y a ici, on va voir quelles sont les recommandations et ce qu'on pense, si ça a été déjà en place, ça pourrait éventuellement éviter euh, plus de dégâts. Donc ici, par exemple, le- quelque chose qui est un petit peu évident, c'est la mise à niveau de la gestion des frontières des périmètres et la détection et la prévention d'intrusions. Si ces outils étaient bien configurés, ils étaient bien en place, ils pouvaient alerter sur les tentatives de connexion, sur, euh, par exemple, les, les- les tentatives d'attaque à partir des adresses suspicieuses et une amélioration du processus de gestion de vulnérabilité qui toujours permet de prévenir ou d'éviter des attaques via des vulnérabilités, une amélioration de la segmentation qui pouvait éviter que une problématique se trouvant en Australie se propageait au Brésil ou en Amérique du Nord. Donc une meilleure segmentation aurait pu éviter ça. Aussi l'utilisation des outils d'analyse comportementale. Donc des tentatives de connexion distantes venant d'Inde ou de Hong Kong pourraient éventuellement être évitées avec un tel outil. Aussi, la mise en place d'outils d'analyse réseau qui permettaient de détecter des communications de type commande en contrôle certainement pouvait alerter concernant l'exfiltration de données et la quantité de données qui a été copiée depuis l'entreprise.
Et finalement, la mise en place de campagnes de sensibilisation des employés aux dangers de la cybersécurité et particulièrement les ransomware et les bonnes pratiques à adopter pour éviter qu'on soit victime de telles attaques. Voilà, donc c'est un petit peu tout. Je vous remercie beaucoup et passez une excellente fin de journée.